Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 18 mars 2022. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer que je serai absent toute la semaine prochaine. Je m'accorde une semaine de congé, donc forcément il n'y aura pas de briefing des marchés et je reviendrai à partir du 28 mars pour animer euh, ce prochain briefing. Alors, pour terminer la semaine, une séance, je dirais pour l'instant assez calme au vu de la volatilité. On cède quand même un peu du terrain en Europe. On a l'échéance des 4 sorcières, donc l'échéance des contrats futurs et des options sur l'ensemble des indices. Donc ça pourrait créer quelques mouvements brusques dans la journée. Mais globalement, on n'a pas de gros catalyseurs à venir pour terminer la semaine, à part toujours un espoir autour des discussions entre la Russie et l'Ukraine. Euh, Outre-Atlantique, hier, on a quand même eu une belle hausse sur l'ensemble des indices, confirmant finalement la tendance depuis le début de la semaine, malgré les craintes de la première hausse de taux qu'on a eu mercredi de la part de la Fed, mais en tout cas, pour le moment, ça n'a pas fragilisé plus que ça les indices, et au contraire, on se dirige vers une belle semaine. En tout cas, on devrait avoir euh, enfin un rebond qui pourrait se matérialiser et qui pourrait derrière permettre de reprendre, enfin permettre aux indices de reprendre un peu plus de hauteur. En tout cas pour les indices américains. Maintenant, comme toujours, la poursuite de ce rebond va encore dépendre de l'évolution de la guerre en Ukraine et des négociations entre la Russie et justement l'Ukraine. La Russie continue de souffler un peu le chaud et le froid sur les perspectives d'un accord mettant fin au conflit. Toutefois, on a eu aussi un facteur de soulagement hier, puisqu'on avait des craintes sur un défaut de paiement de la part de la Russie sur des obligations. Et la Russie semble avoir pour l'instant évité le défaut de paiement malgré les lourdes sanctions occidentales à son encontre. Donc ça a quand même rassuré les investisseurs. Et dans ce contexte, finalement, sur la semaine, les investisseurs semblent avoir choisi de continuer à effectuer des achats à bon compte sur les actifs ayant fortement chuté ces dernières semaines et qui étaient quand même totalement survendus. Donc, pour l'instant, des opérateurs qui tentent toujours de voir le verre à moitié plein et qui sont toujours dans une optique, si j'ai envie de dire, de trouver des opportunités, comme on a pu le voir, sur des dossiers qui ont été des valeurs qui ont été totalement plombées et délaissées au cours des dernières semaines. Maintenant, en Europe, ce matin, ça patine un peu, comme je vous le disais. Après, c'est surtout les 4 sorcières qui vont un peu animer la séance. On a quand même une absence de progrès assez tangible vers une issue négociée au conflit en Ukraine, ce qui incite justement les investisseurs à la prudence après la forte hausse qu'on a eue au cours des dernières séances, notamment sur le CAC et le DAX. Maintenant, on commence un peu à plafonner sur une grosse résistance qui, selon moi, euh, est pertinente pour tenter des ventes dans le but de viser un repli, de venir combler ce fameux gros gap, ce trou d'air qu'on a sous les pieds. Effectivement, les dernières déclarations de Moscou ont un peu douché les espoirs d'avancées diplomatiques rapides et on constate très clairement que les bombardements finalement continuent sur plusieurs villes ukrainiennes. Bon, on a quand même un point important à surveiller cet après-midi, c'est l'entretien prévu entre les présidents américains et chinois. Donc, Joe Biden et Xi Jinping doivent s'entretenir par téléphone cet après-midi et peut-être qu'on pourrait avoir des avancées sur le conflit, étant donné que là récemment on avait quelques craintes sur le fait que le président chinois commence doucement
se rallier, je dirais pas à la cause de la Russie, mais on a pu voir que face aux sanctions occidentales, eh bien, la Russie s'était quand même rapprochée de la Chine pour tenter de contourner ces sanctions. Donc, ce serait dommage que la Chine prenne une position forte sur ce conflit. Déjà que les États-Unis et la Chine sont quand même en conflit depuis maintenant pas mal d'années, indirectement en tout cas. Mais espérons que Joe Biden ne se montre pas trop agressif dans les propos qu'il pourrait avoir, car au cours des des derniers jours, bon, on a quand même eu des propos de Joe Biden assez sévères, je trouve, à l'encontre de la Russie. Ce qui fait qu'en tout cas, ça ne va pas permettre à court terme d'apaiser les tensions si on a des présidents qui se montrent assez nerveux et virulents dans les propos qu'ils peuvent avoir à l'encontre d'un pays. Espérons que Xi Jinping soit plus calme et plus posé que Joe Biden au cours de cet entretien téléphonique. Maintenant, sur le front monétaire, eh bien, après les hausses de taux annoncées par la Fed et la Banque d'Angleterre hier pour tenter d'endiguer l'inflation, et malgré les craintes liées à l'Ukraine, en revanche, la Banque du Japon a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée, en soulignant pour le coup ce qui semble évident, la très grande incertitude sur les conséquences économiques de la crise ukrainienne. Donc, face à ce manque de visibilité, la BOJ, en tout cas la Banque du Japon, elle préfère laisser sa politique monétaire inchangée, en tout cas pour ne pas brusquer les opérateurs et les marchés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon n'a pas la même inflation qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Côté macro, ici nous avons un peu la performance des actifs et comment se comportent certains actifs quand vous avez le taux à 10 ans qui grimpe et le S&P 500 qui corrige, voire même chute. Et on constate très clairement que l'énergie et les métaux ont tendance à générer énormément de performances dans cette conjoncture, en tout cas dans cette condition de marché. Et effectivement, le Brent actuellement prend quand même depuis le début de l'année plus de 35%. Je vous invite à regarder le cuivre, Dr Copper, qui lui aussi, depuis le crack lié au Covid, nous avait déjà validé un énorme double creux. On est vraiment dans une hausse assez impressionnante. Et là, à court terme, on est en train justement de consolider dans un fanion. Donc finalement, tout porte à croire que le copper pourrait continuer de son envolée, en tout cas. Le Brent, pareil, pour l'instant, on a eu un puissant repli de marché au cours des dernières séances, mais la séance d'hier, en tout cas, était quand même assez impressionnante, avec une belle hausse, et on pourrait de nouveau avoir un baril de pétrole, après un puissant repli, redémarrer sa dynamique de long terme qui est haussière. L'aluminium, pareil, ça a explosé, et le gold, qui a plutôt bien réagi, malgré des taux malgré une hausse de rendement obligataire, que ce soit à 2 ans, à 5 ans ou à 10 ans, forcément, les opérateurs s'inquiètent un peu plus de la conjoncture économique et s'orientent vers les métaux précieux qui restent tout de même une protection face à l'inflation. Donc là, pareil, je pense que le gold, à mon avis, en tout cas sur les métaux précieux, on pourrait avoir un nouveau cycle haussier, notamment si l'inflation persiste au cours des prochains mois. Donc pour l'instant, voilà les actifs qui génèrent de la performance et sur lesquels, si vous avez une vision de moyen long terme, il faut plutôt s'orienter à défaut des actions, en tout cas du marché action, qui malgré ce rebond, globalement bat de l'aile et on pourrait avoir une année plus compliquée pour le marché action pour générer de la performance en 2022. Ici, c'est un graphique que je vous avais déjà présenté début février, justement, rappelez-vous.
Et incroyable comment la psychologie humaine peut changer en l'espace d'un mois. C'est un peu comme le graphique de l'inflation que je vous ai présenté, pareil, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou en début de semaine. Et on avait un graphique de l'inflation où en 2021, la question était de savoir est-ce que l'inflation est transitoire ou permanente. Pendant des mois et des mois, les opérateurs ont répondu non. Enfin oui, plutôt l'inflation est transitoire, elle n'est pas permanente. Et le dernier graphe que je vous ai proposé, quand l'inflation pourrait potentiellement marquer un pic au cours des prochains mois, maintenant les opérateurs pensent que l'inflation va être permanente et que le pire est certain, presque, j'ai envie de dire. Alors que le pire n'est pas certain et qu'une inflation, si les banques centrales font correctement leur job, elle pourrait stagner encore quelques mois, mais logiquement devrait tôt ou tard redescendre. Et là, c'est à peu près la même chose. C'est que début février, 66% des opérateurs pensaient qu'on n'allait pas avoir une correction de plus de 20% en 2022. Seulement 30% estimaient qu'on allait avoir une correction de plus de 20%. Et maintenant qu'on a eu la correction de 20%, que le Nasdaq est entré en bear market, que le DAX et l'Europe ont trempé l'orteil, pareil en bear market, eh bien, les opérateurs pensent qu'on va définitivement entrer en bear market en 2022. Donc là, pareil, envie de me montrer plus prudent. Encore une fois, le consensus a souvent tort en bourse, très souvent tort même. Donc, intéressant de mesurer toujours la psychologie des marchés et des opérateurs pour parfois faire finalement l'inverse de ce que pense la foule. Donc là, pareil, on pense que les opérateurs partent du principe qu'on va avoir une correction de plus de 20%, et finalement, les indices ont déjà rebondi de 10%. Bon, difficile d'affirmer avec certitude qu'on va avoir une violente correction dans les mois à venir, voire une récession. En tout cas, je trouve globalement qu'on a une certaine résilience de la part des indices et qu'en revanche, on pourrait avoir un énorme range de consolidation en 2022. Pour le coup, je vois mal les indices, notamment américains, inscrire de nouveaux records en 2022 ou peut-être effleurer en revanche une grande phase de range, à mon avis, est déjà un peu plus probable pour les mois à venir. Effectivement, on ne va pas se mentir, la conjoncture économique se dégrade, les craintes sur l'inflation persistent et le resserrement monétaire inquiète. Donc, face à ce contexte, ça semble effectivement difficile pour les indices d'aller chercher de nouveaux records, sauf si les banques centrales font volte-face et déclenchent un nouveau QE. Donc voilà, ce serait la seule option, selon moi, ce serait de nouvelles injections de liquidités, un nouveau quantitative easing, ce qui permettrait, comme on a vu avec le crack lié au Covid fin 2018, de relancer derrière les marchés, un peu comme on a eu sur le Hang Seng, comme je vous le disais, vous voyez, on perdait 65%, d'un seul coup, le vice-premier ministre sort du bois et annonce que le gouvernement est prêt à soutenir l'économie. Le message subliminal derrière, c'était on va injecter des liquidités pour soutenir les marchés. Derrière, le Golden Dragon a pris 33% et le Hang Seng a rebondi de 22%. Donc ça, effectivement, c'est le genre de news que le marché aime et qui pourrait derrière relancer l'ensemble des indices. Et pour l'heure, correction de plus de 20% sur les indices, bon, on l'a déjà eu, ça semble repartir, mais gros range à prévoir, pourquoi pas. Après, je n'exclus pas un retour de nouveau sur les nouveaux plus bas, histoire de se faire une nouvelle frayeur, étant donné que parfois les marchés aiment, en tout cas, jouer à se faire peur. Concernant la partie graphique, alors on m'a demandé dans les commentaires pourquoi, notamment sur le CAC, donc je vais y répondre, pourquoi certains n'avaient pas les mêmes cotations que moi sur le CAC avec la plateforme IG. Tout simplement car sur IG, vous êtes sur des CFD.
Et donc, on a trois styles de contrat. On a le cash, donc avec la cotation de 9h à 17h35, et ensuite on a les futurs. Les futurs pour le CAC 40, c'est 8h, 22h. Pour le DAX, c'est 2h15, je crois, ou 1h15 du matin, 22h. Aux États-Unis, les futurs cotent quasiment non-stop. On a juste une pause de 1 heure de 23h à minuit. Vous, sur CFD, vous avez une cotation H24. Donc, en fait, voilà pourquoi vous avez une différence avec moi sur mes graphiques, car j'analyse énormément le cash, étant donné que c'est l'indice qui est regardé par les investisseurs, par les pros, tout simplement. Donc, je surveille le cash, mais sur le cash, on ne peut pas prendre de position. Les opérateurs derrière prennent des positions uniquement, les professionnels, sur les futurs. Et vous, les particuliers, vous avez accès au CFD. Voilà pourquoi on a des écarts parfois sur les bougies concernant la clôture, étant donné que la cotation diffère du CFD. Donc après, je pourrais limite passer sur le futur, mais effectivement, les CFD ont à peu près la même cotation que les futurs américains ou européens. Bon, une fois qu'on a dit ça, on ferme la parenthèse et on revient sur notre indice national. Rien n'a changé, je trouve qu'on a un petit excès de faiblesse sur les indices. La bougie du jour va être intéressante. Il y a toujours ce trou d'air. Voilà, pour moi, on a un trou d'air ici. Je vois mal ce gap ne pas être comblé, très honnêtement. Et la bougie du jour peut être intéressante, dans le sens où on a eu une belle bougie verte, un gap avec un doji, et derrière, on est en train de faire une bougie rouge. Donc, à surveiller en clôture, mais cette bougie pourrait signaler une étoile du soir, doji, potentiellement. Donc, si on a une belle étoile du soir doji, un stop loss au-dessus, et l'objectif reste le même. Là, j'ai du mal à être acheteur sur ces niveaux, plutôt envie d'être baissier, d'être vendeur, pour venir dans un premier temps combler le gap. Voilà. L'idéal, ce serait un TP1 ici et un TP2 sur les 6310. Là, à mon avis, on va clôturer sous la MM 200, sous notre Kijun. C'est vraiment un gros niveau. Et là, on aurait vraiment un excès de faiblesse, enfin pas un excès, mais plutôt un aveu de faiblesse de la part des acheteurs. Si on clôture même sous la bande basse de notre canal haussier de long terme. Donc là, vraiment, je trouve qu'on aurait un essoufflement du marché clair et net. Voilà pourquoi je suis toujours intéressé en fait pour chercher des ventes et viser ce comblement de gap, tout simplement. En données 4 heures, ça tient toujours, mais bon, c'est pas non plus dingue, j'ai envie de dire. Cette hausse, on est un peu en mode crabologie, mais on a une baisse en crabologie. On n'arrive pas à aller chercher plus bas. Effectivement, les opérateurs toujours attendent des avancées sur les négociations. Et effectivement, ça pourrait derrière, en cas de bonne news, doper les indices. Bon, pour l'heure, on a cette oblique. Alors, on a toujours notre canal, notre oblique. Viser les 6415. Peut-être que certains ont tenté déjà des ventes pour les retardataires. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on est vraiment entre Tenkan et Kijun. Bon, je vise quand même toujours ce gap. Et pour les retardataires, globalement, surveiller la bougie du jour. Voilà. Pour moi, on aura un peu plus d'indications. Là, je vous disais, on a l'expiration des futurs et des options. On est à la séance des 4 sorcières, donc on peut avoir des gros mouvements de volatilité assez brusques et erratiques. Donc, surveillez bien à quelle heure ont lieu les expirations. Maintenant, comme je vous le disais, l'idéal serait quand même de surveiller la bougie. Car là, pour l'instant, on est quand même sur un pattern de retournement. Et si on clôture de la sorte, eh bien, ce dernier sera validé. Donc, voilà pourquoi je mets l'accent sur la baisse à venir.
Le DAX, c'est pareil. On n'a pas un aussi beau pattern pour le coup. Dès hier, j'étais assez baissier en me disant, bon, pour moi, on a une grosse zone ici. On est en train de travailler. Ce gap me dérangeait aussi. Sur une fin de rebond, en tout cas, plutôt un gap d'essoufflement. Et là, la même chose que sur le CAC, finalement, on va buter sur notre Kijun et notre Tenkan. Donc on pourrait retomber derrière. Et comme je vous le disais, sur les indices, on pourrait avoir un énorme range finalement en 2022, ce nouveau range-là. Donc là, techniquement, on serait sur un milieu de range, par ici. Vous voyez notre Kijun qui se met à plat avec le bas du nuage. Ici, le Kumo qui a twisté et qui se met à plat, qui s'aligne. Donc là, on aurait notre bas de range, milieu de range. Donc, reste à savoir si on fait une rotation complète. J'ai un peu de mal avec ce scénario, mais on pourrait retomber au moins pour venir combler le gap dans un premier temps. Donc, ça va faire une belle hausse. Je vois mal une reprise en V-bottom. Voilà. Pour moi, je pense qu'on pourrait retomber un peu avant de repartir et peut-être même retomber sous les 12 940. En tout cas, c'est un scénario tout à fait plausible. Maintenant, données 4 heures. C'est limite. On a ce canal aussi. On est en train de casser un peu notre oblique. Ça tient. On a peu de cassure Tenkan Kijun. Bon, c'est en repli, mais sentiment qu'on peut aller chercher plus bas. Voilà, pour moi, je vais quand même guetter les 14 130. En 4 cassures sous ce niveau, voilà, on a ce trou d'air, on l'a partiellement comblé. Très honnêtement, voilà, on a partiellement comblé. Pour l'instant, ça tient. Fausse cassure de l'oblique. Allons voir un peu si on a plus d'informations sur les futurs, justement. Bon, là, l'oblique est cassé. On va presque avoir un biseau. Tac, tac, tac. Sortie de biseau par le bas, pullback. Bon, je garde vraiment ce biais baissier. Je pense que le DAX va aller chercher un peu plus bas. Est-ce que j'ai plus d'informations sur la bougie? Non, pas spécialement. En tout cas, pas sur la bougie daily. Mais on bute sous notre résistance. Voilà, on est venu la chercher. Juste ici, c'est en train de retomber. Et pour moi, on a le gap à aller chercher sur le cash, à venir combler. Et en données 4 heures. Voilà, je pense que si on peut retomber, on aura une belle zone à travailler vers une fois que la MM50 sera remontée. Bon, c'est un peu limite. Effectivement, en données horaires, ça a cassé, en données 4 heures. Mais dans l'ensemble, les indices européens, plutôt envie de les travailler à la vente qu'à l'achat. On est vraiment sous résistance clé. Si on parvient vraiment à breaker notre Kijun et notre MM50 hebdo, là on aura, je pense, véritablement un signal de force de la part des acheteurs. Mais pour l'heure, voilà, on sent que le marché patine depuis maintenant 2-3 séances, qu'on commence à manquer de carburant et que le trou d'air qu'on a sous les pieds semble évident à venir combler pour ensuite repartir. Même si on comble le gap, on restera toujours dans une tendance haussière. Donc derrière, je serai intéressé proche de la même 50, effectivement, mais à court terme, plutôt un biais baissier sur les indices. En revanche, le Dow Jones, ça me plaît bien. Et on a quand même validé un joli double creux. Donc on a quand même eu une très belle séance de hausse. La bougie hebdo est quand même impressionnante.
très belle hausse sur les indices américains. On n'est pas sur un avalement, malheureusement. On prend quand même quasiment 4%. Là, pareil, ça pourrait patiner. Voilà. Si dans la journée, à mon avis, on pourrait aller chercher notre plaquette jaune, très clairement. Ce serait une hausse de, bon, pas beaucoup, mais il y aurait peut-être, là je crois que les futurs sont dans le rouge. Bon, si on bascule dans le vert, l'objectif de la journée, c'est d'aller chercher le plaquette jaune. Voilà. On est venu les taper sur les indices européens, vous voyez que ça a calé derrière. Le CAC est venu taper sa kit jaune, ça a M50, ça a calé. Bon, je pense que le Dow Jones, on pourrait, si les opérateurs renversent un peu le mouvement baissier qu'on a en ce début de séance, objectif plaquette jaune à venir chercher en intraday. Maintenant, le double top est beau. Effectivement, on a vraiment un très beau double top, pardon, double creux. Le double creux est vraiment beau. Le petit bémol, c'est ça. Voilà. Je peux comprendre celles et ceux qui sont tentés à l'ouverture de vendre. Effectivement, on a oblique MM50. Donc, vendre pour viser un repli et potentiellement chercher un achat sur bas de zone. Voilà. Là, je trouve effectivement qu'on est monté un peu fort, un peu haut, un peu vite. Néanmoins, chercher une petite vente juste ici pour derrière repartir à la hausse et venir faire notre pullback. Donc là, on a quand même un gros niveau, l'oblique MM50. Donc ne passez pas acheteur ici, très clairement. On risque d'avoir un repli de marché. Donc sur repli, intéressé pour chercher des achats vers la ligne de coup. Voilà. Là, il est vraiment beau, cassé, ça peut bloquer ici. Si ça retombe vers les 34 000, eh bien, cherchez des achats dans la zone sur signal 15 minutes ou horaire pour essayer de repartir dans le sens du flux. Bon, là, on est en train de le faire, ce fameux pullback. J'attendrai quand même l'ouverture du cash. Ok, donc on va ouvrir avec un léger gap baissier. Bon, là, l'oblique est un peu plus loin, à surveiller quand même. Mais pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Alors oui, si cet après-midi, on repasse en dessous et qu'on clôture, bon, bah là, c'est bull trap. Le plan est simple, c'est vente, stop loss au-dessus, et on vise à même 50. Là, je vais quand même d'abord voir sur le... Non, on n'a pas d'avalement non plus. Bon, là, au mieux, je pense, dans la journée, si ça repart à la hausse, l'objectif intraday pour les traders intraday, c'est d'aller chercher votre kit jaune. Voilà. 34 500 points, ça fait 400 points à aller chercher, c'est tout à fait envisageable. Mais j'irai pas chercher plus, en tout cas, sur le Dow Jones en intraday. Maintenant, en swing, la sortie de range, le double creux est beau. Et là, on a les mêmes 50 avec notre fameuse oblique qui pourrait freiner à court terme. Sur les futurs, elle est un peu plus loin. Mais tant, comme je vous le disais, voilà, tant qu'on n'a pas de clôture sous notre zone, ici, je privilégie les achats sur le Dow Jones. Moi, ça reste haussier pour l'instant. Le double creux est magnifique. On est en train d'effectuer le pullback, à voir à l'ouverture tout à l'heure. Mais si ça tient, pourquoi pas chercher en intraday des petits achats par ici et viser dans un premier temps la kit jaune hebdomadaire. Et derrière, si on break notre MM50 cash et notre oblique, alors là, on visera 35 500. D'un point de vue technique, l'objectif, ça nous donne 35 790. Bon, ce serait l'objectif. Pourquoi pas? Effectivement, vu le contexte, ça paraît un peu ambitieux, mais après,
plusieurs semaines de baisse, stabilisation, double creux, ça repart. Donc tant que cette ligne de coup n'est pas invalidée et qu'on n'a pas une clôture de bougie le soir qui retourne dans le range, eh bien je pense que la semaine prochaine, il faudra plutôt chercher des achats sur repli et essayer d'accompagner derrière le plus loin possible cette tendance. Voilà, pour l'instant, ça reste haussier, basculer sur des unités de temps plus courtes derrière, si on a véritablement une reprise haussière, et chercher des cassures Tenkan Kijun, ou pour des investisseurs swing, payer ce double creux avec un stop loss assez large. Voilà, milieu de range par ici, sur ce pullback là, et espérer derrière une reprise un peu plus importante derrière. L'euro qui retombe après avoir tapé un seuil clé. Bon, je l'attendais sur les 1,1075, 1,1130, comme je vous disais hier. Voilà, on est quasiment venu chercher. Ici, on a notre zone. Et donc, pour moi, c'était des niveaux à travailler à la vente sur l'euro-dollar. Donc là, c'est fait. Peut-être que certains ont réussi à se positionner. Bon, il y avait potentiellement ce range que j'évoquais avec vous. Fausse cassure, derrière on bute sur le niveau intermédiaire. Donc là, je pense que je vais réajuster mon range finalement et le mettre. Voilà. Comme cela. Ici. Bon, on arrive sur un niveau intéressant. Donc si certains ont vendu sur les 1,1130, tant mieux. Avec un stop loss placé au-dessus de la Kijun, payez-vous. Parce que là, on arrive par conséquent dans le milieu de range. Et on a un gros morceau à passer. Je ne serais pas surpris qu'on ait pareil un rebond derrière, de nouveau en direction des 1,1075. Voilà. Si on enfonce notre MM50 et notre oblique haussière, on peut à mon avis chercher de nouveau des ventes pour viser les 1,09. Voilà, ce serait ça le plan. Cassure de ce niveau plus oblique, accélération baissière pour aller chercher de nouveau les 1,09. Maintenant, c'est quand même un beau niveau, les 1,10, un seuil psychologique. On a notre oblique, on a notre MM50, donc pareil. Certains, si vous êtes vendeur ici, pensent à vous payer, mais je ne serais pas étonné d'un rebond, étant donné qu'en plus, en données daily, voilà, on va rentrer dans une phase un peu pénible selon moi, c'est quand on est bloqué entre Tenkan et Kijun. Voilà, donc là, ça va se mettre à plat, Kijun pareil, et donc prisonnier entre ces deux niveaux. Donc derrière, on peut avoir un rebond sur ce niveau-là, à mon avis, et évoluer un peu dans un range. Il faudrait qu'on casse notre Tenkan, effectivement en clôture, avec les indices, et là, on pourra viser plus bas, peut-être même renforcer une position vendeuse pour aller chercher les 1,09. Voilà le plan. Mais là, à mon avis, on est sur deux beaux niveaux. Chercher des ventes ici. Si certains veulent tenter un achat, c'est pas interdit, mais attendez vraiment un signal. Et sinon, renforcer ces positions vendeuses si on break la Tenkan pour aller chercher les 1,09 derrière. Le GBP USD. Bon, la div est validée, ça retombe un peu, c'est dommage. La bougie du jour hier était pas non plus catastrophique. On avait quand même les annonces de la BOE. Même constat que sur l'euro finalement. Voilà. Tac. On arrive sur une belle zone. Effectivement, ici, si on enfonce notre MM50, notre plaquette jaune, ça risque d'être délicat. Toutefois, j'ai quand même envie d'être haussier sur cette paire. Voilà. Pour moi, on a eu des signaux intéressants et pourrait se former une épaule, tête et pôle inversé. Donc là, même constat, j'évoquais avec vous les signaux haussiers sur l'unité de temps daily.
Et pour moi, ils ne sont pas invalidés, ces signaux-là. Pareil, on revient prendre appui sur notre platine can. L'idéal serait de viser notre platine jaune. Donc là, affaire à suivre. Peut-être que certains sont déjà positionnés, auquel cas le stop loss pour vous, il n'a pas changé, hein, il est ici. Si certains ne sont pas rentrés en position, eh bien, surveillez en données 4 heures les réactions des prix sur ce niveau. Si vous voyez qu'en données horaires, vous avez une belle bougie haussière, partez du principe qu'on pourrait potentiellement se faire une épaule tête épaule. Et donc, anticiper et placer votre stop loss ici. Voilà. Celles et ceux qui veulent anticiper l'épaule sur un signal horaire, pourquoi pas, si ça part derrière. Ensuite, renforcer la position si on casse cette ligne de coup et viser notre plaquette jaune, les 1,3350. Là, pour l'instant, en horaire, on n'a pas de signal de retournement, on a juste notre oblique, notre MM50 qui a 4 heures, qui est jaune, donc attendez un peu. Celles et ceux qui sont déjà rentrés en position, bah, vous laissez votre stop loss où il est. Les autres, attendez d'avoir au moins un signal ou une réaction positive sur ce niveau. Voilà. Là, je pense qu'on va venir le chercher, on va venir le tester. Donc, attendez de voir la réaction proche de MM50 qui est jaune et oblique. Si réaction positive, pourquoi pas anticiper l'épaule. La deuxième épaule pour une entrée agressive, sinon les retardataires ou les plus prudents attendront la validation de cette ETI, de cette épaule, tête épaule inversée. L'USD-Yen, la divergence n'a pas été validée, les conditions n'ont pas été réunies. Pour rappel, hier je vous disais, effectivement, on a une belle divergence, elle était validée, mais je vous avais mis une condition, c'était clôture sous les 118,40. Car là, on voyait qu'on avait une petite résistance et voilà. Identifier les divergences, c'est bien, mais mettre les probabilités de notre côté, c'est encore mieux. Et là, elle était validée, effectivement, mais sur support intermédiaire. Donc là, on est en train de pulvériser la zone, pour le coup, notre zone hebdomadaire. Donc, si on pulvérise cette zone, on aura, à mon avis, un pullback dessus. Voilà. Donc, en cas de pullback, maintenant, attendons que le marché nous offre un deuxième signal de retournement. Et on pourra le prendre, celui-là. En tout cas, vous pourrez le prendre. Là, en données daily, bon, en pleine envolée. Tôt ou tard, le marché finira par corriger et on pourra se positionner sur la deuxième divergence. Alors, on pourrait très bien former une deuxième divergence. La première a été invalidée et attendre la prochaine. Voilà, là, pareil, si on accélère de nouveau, se positionner sur la deuxième divergence. Attendre la confirmation et viser en TP1 ce niveau, et si ça casse, vous viserez la MM50. Car là, les 50% de retracement, imaginons qu'on monte jusqu'ici, ça me paraît beaucoup. En tout cas, viser déjà la kit jaune, le retour sur zone en TP1, ça oui, stop loss ABE, et en cas de cassure, viser la MM50. Elle va forcément remonter, mais il faudra viser ce niveau-là. Donc là, pareil, on est en train de former une deuxième divergence. Pour le coup, si elle est validée, celle-là, on n'a pas de support sous les pieds. Donc pourquoi pas tenter une vente avec un stop loss au-dessus des plus hauts. Donc, à confirmer, le marché pourrait effectivement continuer de grimper. En tout cas, à mon avis, on risque de former une deuxième divergence baissière. Et cette fois-ci, elle pourrait bien fonctionner. Le gold, bon, ce serait bien qu'il préserve cette Tenkan en données hebdomadaires. Effectivement, ce serait quand même un bon point. Ce serait dommage de repasser sous la Tenkan. Là, on est en train de
construire quelque chose et on a bien préservé notre zone, on a fait notre pullback sur notre Tenkan après la Fed, ça reste haussier, mais bon, l'idéal ce serait vraiment de clôturer la semaine au-dessus de cette Tenkan. Voilà, ça permettrait vraiment de renforcer, enfin pas de renforcer la hausse, mais voilà, de s'inscrire dans une belle dynamique haussière et d'éviter de reclôturer sous ce niveau. Alors, généralement, après, on pourrait ranger. Et donc là, voilà, si on repart vraiment dans une optique de long terme à la hausse, voilà, le marché avait peut-être besoin de souffler. On a perdu quand même 8%, c'est pas rien. On avait gagné 16. Bon, monter un peu haut, un peu fort, un peu vite. Marché qui a besoin de souffler, ce qui est tout à fait légitime. Je préfère une hausse qui est bien construite, assez saine, plutôt qu'une hausse parabolique. Voilà. Maintenant, je reste aussi, en fait, on a notre pivot qui est bien tracé, c'est 1896-1910, voilà, c'est la zone à préserver, c'est la zone à défendre pour les acheteurs pour relancer cette dynamique. En données daily, voilà, on bloque effectivement sous notre kit jaune. Voilà, voilà le petit obstacle à court terme, notre kit jaune daily. Ma foi, si on peut quand même continuer à évoluer comme ça et faire en sorte que notre Tenkan baisse et vienne se mettre à plat, là, l'idéal derrière, ce sera de surveiller une cassure Tenkan Kijun. Bon courage pour faire une cassure Tenkan Kijun, elles sont quand même très éloignées les deux, il faudrait vraiment une puissante bougie. En revanche, si on se stabilise dans les prochains jours, la Kijun, elle devrait rester à plat et la Tenkan redescendre. Pareil, si elle peut redescendre un peu plus bas, vers les 1960, là, si on a une cassure Tenkan Kijun, le nuage est orienté à la hausse, Chikou est libre de tout obstacle, vous aurez de nouveau un signal haussier pour entrer. Maintenant, le pattern ici est quand même intéressant. Je pense que j'aurais envoyé un trade à l'achat si on avait clôturé au-dessus de notre Kijun. Voilà, je surveillais ici ce petit pattern d'étoile du matin. Malheureusement, on a bloqué sur notre Kijun. Si on avait clôturé au-dessus de la Kijun, je pense que j'aurais envoyé un trade à l'achat avec un stop loss sous les plus bas. Là, le deuxième élément pour retenter de nouveau, c'est si on a une stabilisation des cours, laissez tranquillement la moyenne mobile 50 remonter pour la semaine prochaine et de nouveau chercher des achats dans la zone. Voilà, votre zone est tracée, vous avez votre plaquis June hebdo qui est juste en dessous, la MM50 qui remonte, la MM200 4 heures qui fait exactement la même chose. Donc là, pareil, si on doit retomber un peu, de nouveau chercher des achats sur signal. Là, je considère qu'on a eu un premier signal, c'est un peu en train de retomber. Ma foi, si ça retombe vraiment sur ce niveau, proche de la même 50, proche de votre Kijun hebdo, cherchez encore une fois des achats. Alors, on peut très bien se faire de nouveau un double creux avant de véritablement repartir. Mais pour l'instant, c'est haussier, un marché qui a potentiellement marqué un creux à moyen terme, qui avait besoin de souffler, qui pourrait se stabiliser avant de repartir. Mais là, pour moi, aucune raison de chercher des ventes sur cet actif, uniquement des achats et si possible sur zone. Une nouvelle fois, 1910, 1896, on a vraiment une très belle zone à travailler avec la MM50 qui remonte. Bon, en données horaires, pas grand chose à dire. C'est surtout en données daily que ça m'intéresse. Voilà. Là, j'aimerais au moins avoir soit un break de la Kijun, soit une phase de consolidation un peu plus longue et laisser la MM50 remonter et prendre le trade sur MM50 pour relancer cette dynamique. Et peut-être à moyen terme, faire cette fameuse tasse avec anse. Effectivement, peut-être qu'on est en train de former la anse derrière et le breakout des 2870 sera pour moi l'élément qui déclenchera le nouveau cycle haussier de moyen long terme sur le gold.
Le Brent. Le Brent, la bougie de la veille est vraiment très belle. L'objectif a été atteint dans le sens où on est quasiment venu chercher notre MM50. Le double creux a fonctionné, lui. Donc si certains réussi à payer ici avaient déjà remarqué ce double creux, objectif atteint. Là, on est en train de retomber. Mais globalement, le pétrole reste solide. La bougie de la semaine, belle mèche basse en tout cas. Excès baissier sur zone. Derrière, ça remonte. En daily, effectivement, cette bougie est quand même, on ne peut pas l'ignorer. Ce puissant avalement baissier sur la zone psychologique des 100, la zone hebdomadaire. Bon, ça repart à la hausse. Je n'exclus pas un retour sur les 112. Voilà, maintenant en 4 heures, ça permet d'affiner un peu. Et tant qu'on ne repasse pas sous cette zone-là, cette zone intermédiaire des 105, à mon avis, les acheteurs pourraient de nouveau arracher la hausse en direction des 115. Voilà, double creux, objectif majeur atteint. Le marché souffle un peu. Mais pareil, si on break notre MM50, viser les 115. Ouais, 112, 115. On a retracé, vous voyez, 23,6, pullback sur le 23,6. Notre zone. Prochain niveau à aller chercher, 112, 115. Donc là, pareil, pas envie d'être vendeur sur le pétrole. Ok, le marché a validé une petite divergence horaire. Bon, ça a permis au marché de souffler, de retomber sur zone. Mais ça reste haussier. Voilà, pareil, si certains veulent tenter des achats par ici, c'est pas interdit. Pour relancer la dynamique et viser 112 et 115. Plutôt un biais haussier sur le pétrole. J'aime bien ce redémarrage, ce double creux qui a été validé. La M50 qui commence à remonter. Donc pareil, si on se stabilise et que la M50 remonte par ici, et bien de nouveau chercher des achats avec un stop loss sous la M50 et viser TP1 et TP2. Voilà, pour moi le plan sur le pétrole, un plan haussier. Le light, bon, c'est la même chose, hein, l'objectif a été atteint. Du double creux, ça repart. C'est la même configuration que sur le Brent. Après là, on est un peu plus limité. Effectivement, la zone, notre belle zone, là, elle est juste au-dessus de la tête. Je préfère la configuration, encore une fois, sur le Brent. Mais la bougie, pareil, hein, la bougie daily est quand même assez impressionnante. Mais on arrive proche d'une zone au-dessus de notre tête. Donc là, pour le coup, ce serait préférable d'avoir un repli de marché avant de se repositionner à la hausse. Ouais, une belle mèche basse, pareil, sur notre petite jaune, belle réaction du marché. Pour l'instant, ça tient. Bon, j'aurais quand même aimé qu'on vienne combler ce gap. Pour moi, la zone parfaite, c'était les 91. Il n'a pas manqué grand-chose. Tant pis, ça arrive, mais pour moi, voilà, on avait un gap ici à venir combler complètement. Malheureusement, ça n'a pas arrêté à mi-chemin. Bon, là, en données daily, effectivement, ce qui peut être intéressant derrière, c'est si notre Kijun et notre Tenkan se mettent à plat, casse la zone casse sur Tenkan Kijun, il faudra de nouveau chercher des achats, très clairement. Voilà le plan. Mais pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Voilà. Pas baissier, on a eu un gros mouvement correctif. Là, la bougie ici, on a un sacré pattern quand même, on ne peut pas l'ignorer.
Et par conséquent, je verrai bien en fait si c'est un rebond, ou en tout cas ce rebond se poursuivre un peu plus loin. Les cryptos, où il se passe absolument rien, malheureusement. Voilà, ça retombe. Bon. On n'a même pas réussi à casser les 41 000 finalement. Un marché assez tristoun. Bon, au moins il ne chute pas, il se stabilise, mais il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose, le marché est assez calme. Et malheureusement, à part me répéter encore et toujours, je ne sais pas quoi vous dire sur ce marché de plus. À part la même chose que je redis depuis maintenant plusieurs semaines, surveillez les zones. Encore et toujours vos zones d'intervention. Mais là, j'ai vraiment pas envie d'être acheteur ici. On est paumé au milieu du désert. J'ai pas de retour des volumes, j'ai pas de bougie flux qui casse des résistances. Je suis pas convaincu de la hausse, mais je suis pas convaincu de la baisse non plus à venir. Voilà, vraiment balle au centre, neutralité totale. Je serai acheteur ici, je serai acheteur là. Voilà, sur les cassures. Mais pour l'instant, celles et ceux qui m'ont payé par ici ou par là sont un peu pris au piège en quelque sorte. On n'a pas de, ça range, ça se stabilise. Il n'y a pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'action. Par conséquent, j'espère qu'à mon retour de vacances, on aura eu du flux et un retour des volumes. Mais le plan reste le même. Voilà. Intéressé pour des achats sur bas de canal de long terme, sur zone, si on y va, et intéressé pour payer si on casse enfin les 45 000 en clôture de bougie. Mais pour l'heure, depuis mi-janvier, bon, c'est la bataille dans un range. Donc, positionnez-vous sur les niveaux clés pour éviter de souffrir et de subir les portes de saloon qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines. Oui. Des grosses mèches à la hausse, à la baisse. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'intervenir uniquement sur les niveaux clés. Comme ça, au moins, vous avez une marge d'avance. Vous pouvez rapidement vous mettre à BE plutôt qu'intervenir sur des niveaux piégeux où ça fait le yo-yo et où on peut subir et où on subit finalement la bataille entre les acheteurs et les vendeurs dans l'attente d'une cassure d'une des deux bornes afin d'avoir un mouvement directionnel. Donc voilà, ni plus ni moins sur le BTC, même chose sur l'Ethereum. Le pseudo-triangle pourrait peut-être nous emmener quelque part. Voilà. Si ici on a vraiment un triangle, c'est pas le plus beau des triangles. Mais bon, ça consolide. Comme sur le BTC, ça consolide. L'Ethereum, c'est pareil. Si on a une belle bougie haussière, hebdo, bon, ce serait encourageant pour la suite, effectivement. Voilà. Pour l'instant, ça tient, ce canal haussier. Maintenant, il faudrait une belle bougie hebdo, au moins. Effectivement, donner des lignes, non, pas grand-chose. On est sur le bas du nuage. La M50 qui se redresse, qui vient soutenir les prix. Et notre oblique. Voilà. Donc là, 2875, oui. Je passe acheteur, comme je vous le disais, avec un stop loss, soit ici, soit là, pour les plus prudents. Pas ici. Voilà, à vous de voir. Mais je pense qu'on peut au moins tenter un achat. Voilà, si on break ce niveau.
pour viser dans un premier temps les 3250. Et en cas de cassure, bon, on verra, on n'en est pas encore là, mais je vous mets les plans. Étant donné que je suis absent la semaine prochaine, au moins je vous mets les grandes lignes sur les cryptos. En tout cas sur l'Ethereum, étant donné que c'est la crypto qui potentiellement est en train de délivrer un signal technique aussi. Maintenant, si ça retombe, il faudra de nouveau travailler la zone basse. Même constat, en cas d'échec sur ce niveau, on travaillera de nouveau la zone basse. Et si c'est sorti par le bas du triangle, on l'attendra un peu plus bas. Voilà. Par ici. 2000 $, 1950, 2000 $. Bon, pour l'instant, les prix ont plutôt envie de sortir par le haut, mais on n'y est pas encore. Voilà. Oh. Il ne manque pas grand-chose, mais il faut un passage en force. Donc, voilà le plan, en tout cas, haussier, si celui-ci se concrétise, stop loss, soit ici, soit là, viser 3250, prendre ses bénéfices, et derrière, l'objectif théorique, à mon avis, se trouve vers les 3675. Donc, affaire à suivre sur l'Ethereum qui potentiellement pourrait nous délivrer un signal soit dans les prochaines heures, soit dans les prochains jours. Et aussi surveiller la clôture hebdomadaire qui, pour le coup, ressemble à quelque chose. Je rappelle, hein, la clôture hebdo, elle, voilà, on a quand même une petite bougie avec du flux. Enfin, le problème, ça va être les volumes qui sont inexistants. Mais si on a une belle bougie verte, ce serait encourageant pour la suite et ça renforcerait l'hypothèse d'avoir une sortie par le haut de triangle derrière. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous rappelle que je suis absent la semaine prochaine, donc pas de briefing des marchés. Soyez prudents en mon absence et je vous donne donc rendez-vous le 28 mars pour un nouveau point complet sur la planète finance.